On fabrique environ 35 000 véhicules autonomes par semaine, comparé à Waymo, qui a moins de 8 000 voitures au total. On en fait 35 000 par semaine. Le FSD s'améliore tellement qu'on peine à trouver des erreurs. Je peux affirmer qu'on a le robot humanoïde le plus avancé, de loin. On est les seuls à avoir tout pour développer des robots humanoïdes. La demande pour cette IA est franchement délirante. Le Roadster, c'est la cerise sur le gâteau du gâteau. On pense avoir des Tesla sans chauffeur payantes l'an prochain. Quel autre constructeur a une équipe IA de classe mondiale comme Tesla? Zéro. À ma connaissance, aucune entreprise de VE n'est rentable. Et aucune division VE d'un constructeur existant n'est rentable non plus. Tesla est rentable malgré un marché automobile très difficile. Ce trimestre est d'ailleurs un record pour notre téléphone. Nous avons produit notre 7 millionième véhicule hier. Félicitations aux équipes Tesla qui l'ont rendu possible. C'est un travail colossal de fabriquer 7 millions de voitures. Notre stockage d'énergie explose, forte demande pour Megapack et Powerwall. Le 10 octobre, on a présenté une vision convaincante d'un futur autonome et électrique. L'équipe Tesla a brillé en montrant un avenir avec des robots humanoïdes dans la foule. Pas en vidéo, mais réellement parmi les gens, servant des boissons, etc. Et nous avions 50 véhicules autonomes présents. Il y avait 20 cybertaxis, plus 30 modèles Y en mode autonome toute la nuit, transportant des milliers sans incident. Pour les visiteurs, on soulignait que le cybertaxi n'avait ni volant, ni pédale de frein ou d'accélérateur. Personne ne pouvait intervenir manuellement, même s'il le voulait. Et toute la soirée s'est déroulée sans accroc. Concernant l'automobile, nous sommes en bonne voie pour livrer des modèles abordables dès le premier semestre 2025. Je pense que les gens se demandent quelle croissance des ventes de véhicules prévoir pour l'an prochain. Au risque de m'avancer, je dirais une croissance de 20 à 30% des ventes de véhicules l'année prochaine. Sauf événements externes majeurs, comme une guerre ou une flambée des taux d'intérêt qu'on ne peut pas surmonter. Avec nos véhicules moins chers et l'autonomie, je pense qu'une croissance de 20 à 30% l'an prochain est probable. Pour le Cybercab, je suis confiant d'atteindre une production en volume en 2026. Pas juste démarrer la production, mais atteindre un volume important en 2026. Ça devrait représenter une croissance substantielle. On vise au moins 2 millions de cybercabs par an dans plusieurs usines, mais au moins 2 millions par an, peut-être 4 millions à terme. Ce sont mes meilleures estimations. Si vous me demandez mon avis, pour les lignes 40680, l'équipe fait un travail remarquable. La 40680 devient rapidement la cellule la plus compétitive. Je pense que le coût total aux USA, avec incitation, la 40680 sera la plus compétitive. Un véhicule moins cher que je considère meilleur que toute autre alternative. On n'y est pas tout à fait, mais on s'en approche, ce qui est vraiment excitant, et on a plein d'idées pour aller encore plus loin. Donc, si on s'y prend bien, la cellule 40680, produite en interne par Tesla, sera la plus compétitive en Amérique du Nord. C'est le résultat d'un travail acharné de toute l'équipe. On va continuer d'acheter beaucoup de cellules à nos concurrents. L'idée n'est pas de produire toutes les cellules en interne. Je ne veux pas créer de panique, rassurez-vous. On augmente évidemment notre production de véhicules et de stockage stationnaire. On a besoin de beaucoup de cellules. La plupart viendront toujours de fournisseurs. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour la cellule interne Tesla.
sera probablement le plus compétitif aux États-Unis. Concernant l'autonomie, les utilisateurs constatent des améliorations significatives des kilomètres entre interventions, de semaine en semaine. Avec la nouvelle version 12.5 de la conduite autonome et du pilote latéral, fusionnant le code en une seule pile pour que la conduite en ville et l'entrée sur autoroute soient unifiées, ce qui améliore grandement la conduite sur autoroute. Ce ne sont que des réseaux neuronaux et le lancement de Smart Summon. On essaie d'avoir de l'humour chez Tesla. C'est la version 13 de FSD qui sortira bientôt. Ashok en dira plus tard dans l'appel. On prévoit 5-6 fois plus de kilomètres entre interventions par rapport à 12.5. Sur l'année, l'amélioration des kilomètres entre interventions devrait être d'au moins 3 ordres de grandeur. C'est une amélioration spectaculaire sur l'année. Et on s'attend à ce que ça continue l'an prochain. L'objectif interne pour Tesla FSD est d'avoir plus de kilomètres entre interventions que l'humain au deuxième trimestre prochain, peut-être le troisième, mais c'est pour bientôt. Ça semble très probable pour l'année prochaine. Vous voulez ajouter? Oui, je parle des kilomètres entre interventions critiques. Comme dit Elon, on a déjà fait 100 fois mieux avec 12.5 depuis début d'année. Avec V13, on vise 1000 fois mieux qu'en janvier sur le logiciel de prod. C'est dû aux améliorations tech, meilleur framerate et plus de capacité matérielle. On espère dépasser la moyenne humaine d'intervention critique, collision surtout, au deuxième trimestre prochain. C'est juste notre estimation interne. Oui, notre estimation interne prévoit que dès le deuxième trimestre prochain, ce sera plus sûr qu'un humain avec des améliorations rapides ensuite. La majorité des gens n'a aucune idée que ça les concerne directement. Pour une Model 3 ou e-Gear Click, ça ressemble à une voiture ordinaire. On ne s'attend pas à ce qu'une voiture normale soit assez intelligente pour conduire seule. Le Cybertruck a l'air différent, mais les Model I et 3 sont belles tout en restant assez normales. On ne s'attend pas à ce qu'une voiture normale ait l'IA pour se conduire seule, mais c'est le cas. On veut donc faire connaître ça à plus de gens. À chaque amélioration majeure, on lancera un essai de 30 jours pour que les gens réessaient. Et on constate une nette amélioration de l'adoption. Le taux d'adoption du MSD s'est beaucoup amélioré, surtout après l'événement 1010. Oui, pas besoin d'attendre un robot taxi ou Stavicap pour l'autonomie totale. On prévoit d'y arriver l'an prochain avec nos véhicules actuels. L'auto qui se conduit seul dans les parkings privés est limitée en vitesse, mais ça va vite augmenter. Et on a déjà eu plus d'1 million d'utilisations. Pour les employés Tesla de la Bay Area, on a un service de covoiturage. Avec l'appli de Dev, vous pouvez demander un trajet n'importe où dans la Bay Area. On a un pilote de sécurité pour l'instant, mais le logiciel nécessaire, on l'a développé. David, tu veux en dire plus? Oui, bien sûr. Stavik, on a montré des captures d'écran dans le rapport du Q1 aux actionnaires. C'est bien réel. On l'a testé pendant une partie de l'année. Les briques de base pour cette fonctionnalité, on y pense et travaille depuis des années. Il se trouve qu'on a utilisé ces briques de base pour offrir d'excellentes fonctions à nos clients en attendant, comme le partage de votre profil, sa synchronisation entre les voitures pour que chaque voiture où vous montez, que ce soit une autre voiture à vous ou une voiture qu'on vous a prêtée ou une voiture de location, ressemble exactement à la vôtre. Tout est synchronisé. Siège, air, médias, navigation, tout est identique. Comme prévu dans nos robotaxis, on a donné cette fonction aux clients car on l'a conçu pour l'avenir. On lance cette fonctionnalité maintenant. Toute la cybersécurité de bout en bout dont on savait qu'on aurait besoin pour offrir cette fonctionnalité, envoyer une destination de navigation de votre téléphone au véhicule. Vous le faites avec l'appli de covoiturage, mais c'est quelque chose qu'on propose à nos clients depuis des années. Voir le trajet sur l'appli mobile utile pour le covoiturage, on l'a déjà sorti. On ne commence pas à y penser maintenant pendant qu'on développe.
les débuts de notre réseau de VTC. On y réfléchit depuis longtemps et on est ravis de lancer cette fonction. On prévoit de déployer le VTC en Californie et au Texas l'an prochain pour le public. En Californie, le processus d'approbation réglementaire est assez long. On devrait avoir l'accord l'an prochain, mais ça dépend des régulateurs. Le Texas est beaucoup plus rapide. Donc, ce sera sûr au Texas et probable en Californie, selon l'approbation. Et peut-être d'autres États aussi, mais au moins la Californie et le Texas. Je pense que ce sera très excitant. Mais il y a vraiment un changement profond. Tesla devient plus qu'un fabricant de véhicules et de batteries à ce stade. Notre rapport Q3 montre un accident tous les 11 millions de kilomètres en pilote auto, contre un accident tous les 1,1 million de kilomètres en moyenne aux États-Unis. Il montre actuellement une sécurité 10 fois supérieure à la moyenne américaine. Nous étendons notre capacité d'IA pour répondre aux besoins de FSD et d'Optimus. Nous ne sommes pas limités par la puissance de calcul pour l'entraînement. Le plus grand défi est que FSD devient si bon qu'il faut du temps pour trouver des erreurs. Quand il faut 10 000 miles pour trouver une erreur, c'est long de l'identifier. La version A du logiciel est-elle meilleure que la version B? Ça prend du temps à déterminer, car aucune ne fait d'erreur. Il faut beaucoup de temps pour faire des erreurs. Combien de temps faut-il pour déterminer quelle version est meilleure? C'est donc un problème de luxe. Évidemment, avoir une flotte énorme aide beaucoup pour résoudre ça. Pour Optimus, on a montré une grande amélioration de sa dextérité le 10 octobre. Notre nouvelle main avant-bras, avec 22 degrés de liberté, double du précédent, est très humaine. Elle a aussi une bien meilleure sensibilité tactile. Je peux affirmer que nous avons le robot humanoïde le plus avancé de loin. Nous sommes la seule entreprise avec tous les éléments pour développer ces robots. Les autres manquent en l'IA et la capacité de production à grande échelle. On voit des démos impressionnantes, mais sans IA locale ni production massive. Comme je l'ai dit, Optimus sera probablement notre produit le plus précieux. Il pourrait être le produit le plus valuable jamais créé. Le secteur de l'énergie se porte extrêmement bien. L'usine Megapack de la Trop produit 200 Megapack semaine, soit 40 gigawattheures. Notre deuxième usine à Shanghai démarrera avec 20 gigawattheures par an dès le prochain trimestre. Et ça va s'intensifier. Bientôt, Tesla expédiera 100 gigawattheures de stockage stationnaire par an. Ça augmentera jusqu'à plusieurs térawattheures par an, je pense. C'est nécessaire pour un avenir énergétique durable. Sans l'échelle du térawatt, on ne change pas vraiment la donne. Notre dernier plan directeur est très complexe, trop détaillé à mon avis. Je vous demanderai peut-être de l'analyser et de le résumer pour nous donner le TL.dr du dernier plan directeur. On y montre qu'on peut atteindre une énergie 100% durable avec la production, les batteries et le transport électrique. Il n'y a pas de limitation matérielle fondamentale. Aucun matériau rare ne nous manque. En fait, on a assez de matières premières pour rendre toute notre civilisation durable. Même si on consommait beaucoup plus d'électricité, ça resterait entièrement durable. On peut mesurer le progrès d'une civilisation par son niveau sur l'échelle de Kardashev. Le niveau 1 de Kardashev, c'est utiliser toute l'énergie d'une planète. On est actuellement à moins de 1% du niveau 1 de Kardashev. Le niveau 2, c'est utiliser toute l'énergie du Soleil, et le niveau 3, toute l'énergie de la galaxie. En pensant en termes de Kardashev, on voit que le Soleil est la plus grande source d'énergie. Tout le reste est négligeable en comparaison. Bref, Tesla construit l'avenir de l'énergie, du transport, de la robotique et de l'IA.
pendant que d'autres se focalisent sur la gestion des tendances à court terme. On pense que notre approche est la bonne et si on atteint nos objectifs, et je pense qu'on y arrivera, Tesla deviendra, selon moi, l'entreprise la plus valorisée au monde, et de loin. Je remercie encore l'équipe Tesla pour son excellent travail dans un contexte difficile. On est impatient de bâtir un avenir vraiment passionnant. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Elon. Bob a aussi quelques mots à dire. Oui, merci. Nos résultats du T3 sont tous positifs, montrant l'évolution de l'entreprise avec des flux de trésorerie records de 6,3 milliards. Nos revenus automobiles ont augmenté par rapport au trimestre et à l'année précédente. Malgré la hausse des ventes, on a vu une baisse des prix moyens, surtout à cause des incitations financières. Rappelons qu'on offre ces incitations via des banques tierces et on comptabilise leurs coûts comme une réduction initiale. On a lancé FSD pour Cybertruck et d'autres fonctions comme Actually Smart Someone, dont Elon a parlé en Amérique du Nord, générant 326 millions de revenus ce trimestre. Les ventes de crédits réglementaires restent élevées, avec plus de 2 milliards de revenus cette année. La Chine surpasse toujours les États-Unis et l'Europe par un facteur de 3. Cela indique ce qui attend d'autres régions à mesure que l'acceptation des VE par les clients augmente. Notre priorité reste d'augmenter les ventes tout en évitant l'accumulation de stock. Pour soutenir cette stratégie, on propose des options de financement très attractives sur tous les marchés. En comparant nos véhicules à ceux d'autres constructeurs, on estime que les nôtres offrent bien plus de valeur, surtout si l'on considère les fonctions de sécurité, les performances et les fonctionnalités logicielles uniques dont David a aussi parlé, incluant ce qu'Ashok a mentionné sur l'autonomie, les options musicales, le contrôle parental et bien plus encore. Bien que chaque véhicule de notre gamme ait ses capacités, il y a un manque de sensibilisation, même parfois chez les propriétaires actuels. Nous prévoyons de les rendre plus visibles dans nos interactions avec les clients actuels et futurs. Les marges automobiles se sont améliorées grâce aux fonctions FSD évoquées précédemment. Hausse de production et livraison, avantage des prix des matières et livraison locale réduisant fret et droits. Maintenir ces marges au T4 sera difficile vu l'environnement économique actuel. On se concentre sur le coût par véhicule avec plusieurs initiatives pour réduire les coûts sans affecter l'expérience client. Une baisse des taux d'intérêt aurait un effet massif sur la demande automobile, une tendance macro potentiellement utile. Pour la plupart, la demande auto est dictée par la mensualité. Peuvent-ils se permettre ce paiement mensuel? On verra sûrement les taux baisser, aidant l'accessibilité des véhicules. Oui, c'est une tendance qu'on a remarquée dans l'industrie. Vous savez, l'abordabilité étant affectée par les taux d'intérêt, les gens gardent leur voiture plus longtemps, surtout aux États-Unis. Ça impacte aussi l'ensemble du secteur. Malgré la baisse au T3, on prévoit une hausse au T4, doublant l'an dernier. Marge énergétique record au T3, plus de 30%. C'est dû au mix des projets déployés ce trimestre. Les marges fluctueront selon déploiement et stock. Notre pipeline croît chaque trimestre, remplissant les slots 2025. On fait de notre mieux pour suivre la demande. Revenons aux marges auto. J'ai évoqué la situation actuelle. Un autre point que je veux partager est qu'on continuera à préserver tout ce qu'on peut, à optimiser, comme je l'ai dit, la réduction des coûts, mais c'est un domaine où nous excellons aussi. Au T3, on a atteint notre coût au kilomètre le plus bas, et c'est une tendance qu'on veut maintenir. Pour les services et autres, on progresse encore au T3 grâce à de meilleures performances en services, carrosserie, pièces et ventes, et une croissance continue en supercharge. Ces revenus
augmenteront avec la taille de la flotte. Nos dépenses d'exploitation ont baissé ce trimestre. Et d'une année à l'autre. C'est dû en partie à la restructuration du T. Les économies ont été compensées par les coûts IA. On utilise le cluster GPU d'Austin plutôt que prévu. On vise 50K GPU au Texas d'ici fin du mois. On optimise nos dépenses IA en utilisant l'infrastructure existante. Côté CAPEX, on a dépassé 3,5 milliards ce trimestre, hausse due aux investissements en calcul IA. CAPEX annuel prévu, plus de 11 milliards. Vision future présentée à l'événement We Roll What. L'équipe Tesla est focalisée sur cette vision. Tous les efforts visent à la concrétiser. Malgré nos progrès cette année, ça prendra du temps. On explore des technologies complexes dans un cadre réglementaire fragmenté. L'avenir est prometteur et je remercie encore l'équipe Tesla pour tout leur travail. Très bien. Merci beaucoup, Fabao. Passons maintenant aux questions des investisseurs. Première question, Tesla va-t-il livrer le modèle abordable l'an prochain, comme dit par Elon, et comment ça s'aligne avec votre plan pour l'IA? Notre mission, réduire le coût des véhicules pour favoriser l'adoption d'énergie et transport durable. Une partie consiste à baisser le prix des véhicules actuels, ce qui concerne tous les véhicules personnels que nous vendons aujourd'hui, mais la prochaine étape liée à l'IA, c'est l'introduction des robotaxis qui réduisent le coût initial d'accès à un VE, et c'est là qu'on voit la fusion du plan VE et du plan IA. Ce sera comme du bois subventionné sous 30K, un seuil clé. Parfait. Merci beaucoup. Question similaire. Quand Tesla sortira la voiture standard à 25 000 $, on ne fait pas de voitures non robotaxi. Tous nos véhicules sont déjà des robotaxis. Notre avenir est clairement autonome. Je veux dire, Ce sera, et je l'ai dit il y a longtemps, ma forte conviction, qui se révèle être vraie et sera évidente rétrospectivement, c'est que l'avenir est aux véhicules électriques autonomes et les voitures à essence non autonomes seront comme monter à cheval. Ce n'est pas qu'il n'y aura plus de chevaux. Il y en aura, mais rares, de niche. Tout sera électrique et autonome. C'est évident. Ça devrait être clair pour tous que c'est l'avenir. Beaucoup de constructeurs auto, la plupart des constructeurs auto n'ont pas intégré ça, ce qui est surprenant, car on le crie sur tous les toits depuis si longtemps, et ça leur sera préjudiciable à l'avenir. Mais tous nos véhicules futurs seront autonomes. Oui, tous nos véhicules, les 7 millions, sont majoritairement capables d'autonomie. On produit environ 35 000 véhicules autonomes par semaine. Comparé à Waymo, qui a moins de 1000 voitures au total, nous en faisons 25 000 par semaine. Oui, et nos voitures ont l'air normales. Elles ne le sont pas vraiment. Le Cybertruck a l'air atypique, comme le Cybercab. On voulait un look futuriste, et je pense qu'il l'est. Le Cybercab révolutionne design et fabrication automobile. Revolution in vehicle design, but a revolution in vehicle manufacturing. That is also coming with the Cybercab. Le temps de cycle, les unités par heure de la ligne Cybercab, c'est vraiment exceptionnel. C'est seulement un demi-ordre de grandeur par rapport aux autres lignes automobiles. Ce n'est même pas comparable, c'est ce que je veux dire. Pas même dans la même catégorie. J'ai dit il y a des années que l'usine serait peut-être la Tesla la plus prisée. Et par rapport à une usine normale, c'est à des kilomètres d'avance. On fait évoluer rapidement la technologie de fabrication. Bref, je pense qu'un modèle 25K ordinaire serait inutile. Ce serait absurde. Ce serait totalement contraire à nos convictions. Dans un monde autonome, le coût par kilomètre d'efficacité du véhicule est crucial. C'est ce qu'on a fait avec le robotaxi. Exactement. C'est le coût par kilomètre qui compte. Une voiture hybride manuelle auto ne sera pas aussi bonne qu'une autonome dédiée.
Un cybercab n'aura pas de volant ni de pédale. On conçoit donc en optimisant pour l'autonomie. Ça coûtera de l'ordre de... Vraiment? C'est une voiture à 25K que vous pourrez acheter en exclusivité si vous voulez. Alors, que fait-on pour les supprimer? Vous n'en avez pas besoin. Merci beaucoup. Ensuite, que fait Tesla pour réduire les longs temps d'attente dans les centres de service? On vise à résoudre les problèmes à la source, à l'usine, avant qu'ils n'affectent nos clients. Le meilleur service, c'est pas de service. Ne pas en avoir besoin du tout. Exactement. C'est l'idéal. Ne pas voir. Aucun avec le T-shirt Tesla. Vous corrigez en amont ou à distance par logiciel ou à domicile. Oui, pièce clé et on résout le problème. On collabore avec le service pour suivre les mêmes problèmes. Au Q4, on aura ouvert 70. En Amérique du Nord, on a beaucoup agrandi chaque site, doublant la taille par rapport à l'an dernier. Oui, il y a des avantages au grand service. Ça permet une spécialisation du travail, plus comme une usine. On aura des voies dédiées pour chaque type de service, facilitant la spécialisation des techniciens. Exactement. Ça nous a aidé avec la base. Les grosses réparations ne bloquent plus les voies. Il y a des voies dédiées pour chaque type. Donc, c'est grâce à ça, en le traitant vraiment comme une usine, oui, c'est là que ça change la structure. On a un avantage structurel car on fabrique et on rénove les voitures nous-mêmes. Je pense qu'il y a un conflit d'intérêts dans le modèle de concessionnaire traditionnel pour les voitures électriques, où les concessionnaires gagnent surtout sur l'entretien. Évidemment, ça ne les incite pas à réduire les coûts d'entretien. Dans notre cas, on veut réduire ces coûts car on les assume et on a un bon retour d'expérience avec nos voitures. Le meilleur. Oui, on travaille avec l'usine et le service après-vente et on envoie des gens de l'usine sur le terrain pour voir directement. Ça donne des idées pour la production et l'ingénierie du design. Oui, Tesla a un avantage structurel fondamental par rapport aux autres. On identifie ce qui doit être fait quand une voiture arrive, on automatise la préparation et on aligne toutes les ressources nécessaires pour un travail efficace dès son arrivée. Les pièces poulies sont là, le pont élévateur est programmé, les techniciens sont prêts. Tout ce qui ne va pas avec la voiture nous est communiqué avant son arrivée. Tout est prêt à l'avance? Oui, voici ce qui ne va pas. Réparez-moi, s'il vous plaît. Oui, c'est la voiture qui nous communique directement ses problèmes et on extrait ces informations. Oui, souvent un diagnostic n'est pas nécessaire. La voiture, exactement. Quand elle arrive, c'est vraiment un avantage fondamental, un atout technologique majeur par rapport aux autres constructeurs. Oui, c'est ça. Je pense que c'est sous-estimé ce qu'on peut faire. Oui, et c'est pourquoi, comme tu disais, la plupart de nos voitures, sauf le Cybertruck, sont pareilles. Ouais, les gens réalisent pas qu'il a autant de capacité. Ouais, il a l'air mieux que les autres. Ouais, mais elles sont pas super futuristes, quoi. Super. Merci beaucoup. La prochaine question, donnez-nous une mise à jour sur le semi. Comment sera la prochaine phase de croissance et quand sera-t-il prêt? Bien sûr, on a publié des résultats. On a fait des trucs à l'usine et à notre usine de données à Renault. On a libéré les ressources pour ce programme. On est en bonne voie pour la dispo fin d'année prochaine. La production débutera début 2026, montant en puissance toute l'année. La croissance du semi dépendra surtout de l'adoption par nos clients. Je pense pas qu'on sera limité. C'est une question de coût total. Exactement. On a une demande ridicule pour le semi dans ce monde où c'est combien je dépense en excès par kilomètre. C'est évident. Fondamentalement, si le coût total par kilomètre ou tonne est meilleur qu'un camion diesel, c'est un choix logique. Toute entreprise qui n'adopte pas un semi-électrique perdra. Il y a beaucoup de choses qu'on veut commencer. On veut un beau semi, mais franchement, même un Lade ferait l'affaire. Et ça se prouve.
Dans nos flottes et chez Pepsi, ils ont dit que leurs chauffeurs ne veulent plus revenir en arrière. C'est le choix évident. Ils veulent conduire. Ouais. C'est comme si les chauffeurs les plus expérimentés peuvent conduire la Tesla. C'est ce qu'ils veulent conduire. C'est super amusant à conduire. C'est aussi très facile à conduire. Facile à conduire et ça déchire. C'est rapide. Super rapide. Peut-être trop rapide. Vous avez vu les vidéos où une Tesla grimpe une côte? Oui, accélère vite, comme un camion diesel, ou même des voitures. Oui, même les voitures. Donc, c'est réactif. On accélère et le camion bouge vraiment. C'est bon pour le chauffeur, la cargaison et la sécurité routière. On ne reste pas bloqué derrière le semi. On n'est pas, coincé au ralenti sur la bretelle d'accès. Comment ça joue avec le FSD? La suite de la question. Tous les semis l'ont depuis qu'on en a déployé des centaines. Et ceux qu'on construira l'an prochain et après auront tout le matériel et les caméras nécessaires pour le FSD. On s'entraîne actuellement avec notre petite équipe. Dès que la flotte sera entraînée et les réseaux neuronaux prêts, on mettra le FSD sur cette plateforme. Ouais, ce serait une énorme amélioration pour la fatigue des conducteurs avec notre logiciel anti-mise en portefeuille. Pas besoin de s'inquiéter de la surchauffe des freins. En descente, on utilise le freinage régénératif. L'énergie retourne dans la batterie. En quittant Renault, c'est vraiment bien mieux qu'un semi-diesel. Les chauffeurs adorent. Super, les gars. Merci beaucoup. Prochaine question. Quand Tesla intégrera X et Grok dans tous ses véhicules? Ce sont des détails, mais on va élargir les options à l'écran et améliorer le navigateur. En gros, vous pouvez tout faire dans la voiture. Pour Tesla, avec l'autonomie totale, on veut un système qui fait tout. Naviguer sur le web, poser des questions à l'IA, regarder un film, jouer, être productif. Tout est possible dans un véhicule autonome, simplement parce que vous n'avez plus à conduire. C'est pourquoi le CyberCAD a un grand écran et un super son. Vous pouvez y regarder des films géniaux. C'est comme avoir son propre cinéma personnel. On ajoute ces fonctions, jeux et médias, car c'est l'avenir des voitures qu'on construit. Il y a des jeux super fun que les gens n'ont pas encore essayés, comme Castle Doombad, Pelotopia et plein d'autres jeux cool dans la voiture. On cherche toujours quelles fonctions ajouter et on écoute ce que nos clients demandent le plus. Ouais, lance Castle Doombad. Merci beaucoup, les gars. La prochaine question. Elon a parlé de FSD sans supervision en Californie et au Texas l'an prochain. Ça veut dire que les régulateurs l'ont approuvé dans tout l'État pour les véhicules existants, 3 et 4. Comme je l'ai dit, la Californie adore la réglementation. Mais il y a une voie possible. Oui, il y a un chemin, quoi. Waymo opère en Californie, donc il y a plein de paperasse et d'approbation nécessaires. Ce serait surprenant si on n'était pas approuvé l'an prochain, mais on ne contrôle pas tout. Je pense qu'on aura l'accord l'an prochain en Californie et au Texas. Et vers la fin de l'année, on s'étendra au-delà de la Californie et du Texas. C'est important de le redire. Aux USA, certifier un véhicule au niveau fédéral se fait en respectant les normes FMVSS. Tous nos véhicules autonomes produits aujourd'hui respectent ces réglementations. Le côté du bétail respecte ces réglementations. Le déploiement sur route n'est pas limité, mais l'est au niveau de l'État qui contrôle les véhicules autonomes. Certains États sont faciles, comme vous l'avez dit pour le Texas. D'autres, comme la Californie, ont des processus qui prennent plus de temps. D'autres n'ont encore rien mis en place. Nous allons donc travailler État par État. Je pense qu'on devrait avoir une réglementation fédérale. Je suis d'accord. Les véhicules autonomes devraient être approuvés. Congrès, si vous écoutez, adoptons une loi fédérale sur les véhicules autonomes. Il faut un processus d'approbation fédérale pour les véhicules autonomes. C'est ainsi que le FMVSS a commencé à fonctionner. Véhicule à moteur fédéral. En 2017-18, les régulateurs s'y sont intéressés, mais ça stagne depuis. Mais on apprécierait et soutiendrait l'aide à ce sujet. Une approbation nationale est vraiment importante. Il y a un département d'efficacité gouvernementale pour faciliter ça. Et c'est pour tous, pas seulement pour Tesla. Aux États-Unis, certaines choses y sont régulées par État, comme l'assurance. C'est très pénible de le faire État par État. 50 États en tout. Je pense qu'il faut un processus national pour l'autonomie. Super. Merci à tous. La prochaine question, quel est le plan pour 2025?
En gros, on leur a parlé. Il y a beaucoup de choses en cours. Vous avez mentionné qu'on travaille sur des modèles moins chers. L'équipe prépare les usines pour que ça se réalise. Faire une voiture moins chère coûte extrêmement cher. C'est dur de réduire le coût de 20 Une voiture que de la concevoir et construire l'usine entière au départ. C'est vraiment atroce. Et il n'y a pas beaucoup de films sur les héros qui ont réduit de 20% le coût d'une voiture. Mais croyez-moi, il devrait y en avoir. Il y aurait beaucoup de choses incroyablement héroïques. Ce sont les petits changements. Ouais, il devrait y avoir ces héros qui ont réduit de 20% le coût d'une voiture. C'est genre, wow, je veux vraiment les respecter. Si on voyait vraiment à quel point c'est dur, on serait genre, wow, c'est sacrément difficile. Hier encore, on parlait de rempotage. Je veux dire, honnêtement, littéralement, ouais, il y a beaucoup de ce que j'appelle réduction des coûts. C'est un peu comme, c'est comme le jeu des centimes. C'est comme Game of Thrones, mais avec des centimes. En gros, si tu as 10 000 pièces dans une voiture, chacune à 4 $, tu as une voiture à 40 000 $. Donc, pour une voiture à 35 000 $, il faut gagner 50 cents en moyenne sur 10 000 pièces. Chaque pièce, ouais. C'est ça. Et le mieux, c'est de supprimer des pièces. En fait, on a réussi à en supprimer beaucoup. Là, je suis très emballé par le Cybercab. On repense le design pour la production en masse et on conçoit une machine qui construit la machine. C'est, je pense, révolutionnaire. Aucun autre constructeur auto ne tente même ce qu'on fait. Je n'en ai jamais entendu parler, en fait. Je suis certain qu'il n'y en a pas. 5 fois mieux qu'une usine classique. Temps de cycle, suppression de pièces. Aucun constructeur n'a notre niveau d'intégration de pensée quand on conçoit une pièce à partir de zéro qui va la fabriquer. Où sera-t-elle fabriquée? Comment sera-t-elle expédiée? Comment sera-t-elle assemblée dans le véhicule? À tout moment, si quelque chose est fait en silo, ça devient un goulot d'étranglement de coût, temps ou efficacité. Mais avec le développement du robotaxi, on a bien réussi à tout combiner et ensuite à repenser complètement sa fabrication en disant qu'il faut le faire ainsi pour que ce soit l'usine la plus efficace possible. Ça se verra dans l'efficacité de nos investissements lors du déploiement. Ça se voit dans le nombre de pièces. Ça se voit dans la simplicité du véhicule, mais aussi dans ses performances pour l'utilisateur final. Côté énergie, en 2025, on aura commencé la fabrication de la méga-usine de Shanghai. On continuera d'augmenter nos déploiements de stockage avec Powerwall 3. On prévoit d'étendre notre réseau de superchargeurs en attirant plus de constructeurs. Cette montée en puissance des cellules, comme Elon l'a dit, va continuer. Et puis, notre raffinerie de lithium commencera aussi à produire. Super. Oui, tellement de choses. Le truc dingue, c'est que Tesla gagne sur presque tout ce qu'on fait. Si on ne gagne pas maintenant, on est en bonne voie pour le faire. Dans un secteur où des grandes boîtes ne font que ça. C'est une entreprise avec plusieurs entreprises à l'intérieur. Ouais, Tesla, c'est comme plein d'entreprises qui gagnent. Ouais, c'est fou. Merci les gars. Encore quelques-unes. Qu'est-ce qui se passe avec le Tesla Roadster? Des trucs fun. Je veux remercier nos patients détenteurs de dépôt du Roadster. S'il n'est pas sorti, c'est que c'est la cerise sur le gâteau. Notre mission, accélérer vers un futur durable, maximiser les chances d'un avenir positif pour l'humanité et la Terre. Donc, ces choses-là sont un peu comme le dessert. On aimerait tous bosser sur la prochaine génération de Roadster. C'est super fun et on y bosse, mais ça passe après les trucs qui ont un impact plus sérieux pour le bien du monde. Donc, merci à tous nos fidèles détenteurs de dépôt Tesla Roadster qui patientent depuis si longtemps. On fait enfin des progrès là-dessus et on est prêt de finaliser le design. Ça va vraiment être quelque chose de spectaculaire. Mon pote, Peter Thiel, certains pensent qu'on est rivaux, mais on est vraiment bons amis. Pour être clair, Peter déplorait que le futur n'est pas de voiture volante. Bon, on verra bien. Plus de détails à venir. Super, merci beaucoup. La suivante ressemble à d'autres questions, donc je vais la combiner avec la dernière.
Bref, pouvez-vous détailler comment Robotech va se déployer? Ça commencera par une flotte Tesla, puis les clients pourront ajouter la leur par abonnement, et le hardware 3 sera capable du niveau 5 l'an prochain. Pour le hardware 3, avec la 12.5, c'était plus facile de progresser vite en commençant par le hardware 4, trouvant la solution et la rétroportant sur le 3, plutôt que de bosser direct sur le 3, vu que le 4 a plus de capacité matérielle fondamentale. Je pense que cette tendance va continuer. Nouveauté pour les prochains trimestres aussi. On a trouvé la solution vite avec 4, puis rétroporté au noyau. Ça prend plus de temps car c'est émulé, pas supporté nativement. Donc, on a travaillé sur 4, puis rétroporté à 3. Oui. On n'est pas sûr à 100%, je dirais. Mais le matériel 4 est bien plus puissant que le 3. C'est plus facile de faire marcher les choses sur 4. Ça demande beaucoup d'efforts pour l'adapter au 3. Le 3 pourrait ne pas atteindre le niveau de sécurité pour FSD sans supervision. Si c'est le cas, on upgradera gratuitement ceux qui ont acheté FSD sur 3. Le système est conçu pour être upgradé, juste changer l'ordinateur. Les caméras sont capables. On ne connaît pas vraiment la réponse à ça. Mais si ça arrive, on s'occupera de ceux qui ont acheté FSD sur le matériel 3. Super. Dans les dernières minutes, on va essayer de répondre à quelques questions d'analystes. La première question viendra de Pierre Farragut de New Street. Pierre, n'hésitez pas à activer votre micro. Je me demandais si, à propos du calcul que vous augmentez, vous avez donné des stats intéressantes sur votre capacité, disant ne pas être limité. Je me demandais comment vous utilisez cette puissance de calcul supplémentaire. Est-ce un jeu de créer des modèles toujours plus grands, comme OpenAI passant de GPT-3 à GPT-4? Ou êtes-vous fixé sur votre modèle et avez besoin de plus de calculs pour accélérer l'apprentissage? Et j'avais une question rapide sur votre déploiement au Texas et en Californie l'an prochain. Le plan, tel que vous le voyez aujourd'hui, est de déployer une ou deux flottes de voitures. Ça commencera par une supervision, comme une supervision à bord, quelqu'un au volant au cas où, et retirant les superviseurs peu à peu. Ou visez-vous un démarrage sans superviseur humain dès le début? Je suppose qu'on va répondre à la question. L'IA du monde réel diffère d'un LLM car elle a un contexte massif. Donc dans le cas de Tesla, les mêmes caméras, mais ce soir, avec la caméra interne, on a des gigaoctets de contexte qui sont ensuite distillés en peu de sorties de contrôle. Alors qu'il est rare, voire impossible, qu'un LLM gère des gigaoctets de contexte. Et il faut traiter ça dans la voiture avec peu de puissance de calcul. C'est faisable et ça se fait, mais c'est différent de ce que font Gemini ou OpenAI. Une façon de compenser la petite taille de l'ordinateur d'inférence est d'investir beaucoup dans l'entraînement. Plus on s'entraîne, moins l'effort mental est nécessaire pour accomplir une tâche. Quand on commence à conduire, ça occupe tout notre esprit, mais avec l'entraînement, on s'améliore et la conduite devient une tâche de fond. Elle n'occupe qu'une petite partie de notre capacité mentale grâce à l'entraînement intensif. On compense la petite taille de l'ordinateur d'inférence par rapport au GPU puissant par un entraînement poussé. On peut compenser cela avec un entraînement intensif. Il faut aussi trier les données importantes parmi les vastes quantités de vidéos entrantes. Qu'est-ce qui est vraiment crucial pour l'entraînement? C'est également assez complexe. Mais comme dit, on ne forme pas actuellement une structure de calcul ou une bibliothèque. L'entraînement a produit plus de grands modèles plus vite
mais on doit toujours choisir les plus performants. La validation pour choisir les modèles est cruciale vu le kilométrage par intervention. On a dû rouler beaucoup pour tester en boucle fermée. On a des simulations et d'autres outils pour obtenir ces métriques. Mais au final, c'est un gros goulot d'étranglement. C'est pourquoi on n'est pas limité que par la puissance de calcul. Il y a d'autres axes, comme les données, pour voir lesquelles sont utiles. C'est une tâche importante sur laquelle on se concentre. Concernant la deuxième partie de votre question, Pierre, sur les conducteurs de sécurité et le déploiement, chaque État a des exigences différentes en termes de kilométrage et de temps, avec ou sans conducteur de sécurité. On va suivre toutes ces règles. On ne violera aucune réglementation. La sécurité est prioritaire. Le but, quand on sera prêt et sûr, sera de retirer le conducteur. Évidemment, dès qu'on sera prêt et sûr, on retirera le conducteur. De la société de capital risque, on pense avoir des Tesla autonomes pour des trajets payants l'an prochain. Très bien, merci. Notre prochaine question vient d'Adam Jonas de Morgan Stanley. Adam, vous pouvez activer votre micro. D'accord, merci à tous. J'ai une question sur la relation entre Tesla et XAI. Beaucoup d'investisseurs ne voient pas comment XAI bénéficie vraiment à Tesla. Certains pensent même que les deux rivalisent pour le talent, la tech et votre temps. Elon, quel est votre message aux investisseurs sur la relation Tesla-XAI et son évolution? Merci. Je dirais que XAI a été utile à Tesla AI plusieurs fois, notamment pour l'amélioration de l'entraînement, récemment avec des progrès dans la formation tolérante aux pannes, permettant de continuer l'entraînement même si un nœud tombe en panne. Mais il y a différents problèmes. XAI travaille sur l'intelligence artificielle générale ou superintelligence. Tesla essaie de créer des voitures et des robots autonomes. Il y a différents problèmes. De plus, toutes les IA ne se valent pas, n'est-ce pas? Je veux dire, l'IA couvre un large spectre. Ouais. Et on a nos propres domaines d'expertise. On peut collaborer sur certains points si besoin, mais on résout surtout des problèmes différents. Oui, Tesla se concentre sur l'IA du monde réel. C'est différent d'un LLM avec un contexte massif en vidéo et audio, nécessitant une inférence très efficace. Je pense que Tesla est le plus efficace au monde en inférence, car on doit l'être par nécessité. On ne peut pas mettre 10 kW de GPU dans une voiture. On a quelques centaines de watts. C'est un bon système d'IA Tesla, mais ça reste quelques centaines de watts. Mais il y a différents problèmes. Ce que fait XAI lors de l'inférence, c'est comme répondre aux questions de Tesla sur un rack de 10 kW. C'est comme dire, ouais, mettez ça dans une voiture. C'est un problème différent. Non, exactement. XAI existe car je sentais qu'il manquait une entreprise de superintelligence numérique cherchant la vérité. C'est ce qui a motivé sa création. Il fallait une entreprise d'IA axée sur la vérité, très rigoureuse sur l'honnêteté. Je ne dis pas que XAI est parfaite, mais c'est au moins l'aspiration. Même si c'est incorrect, ça devrait rester honnête. Je pense que c'est crucial pour la sécurité de l'IA. XAI a aidé Tesla et continuera, mais ce sont des problèmes très différents. Super. Quelle autre entreprise auto a une équipe de conception de trajets de classe mondiale? Zéro. Quel autre constructeur a une équipe d'IA comme celle de Tesla? Zéro. Ce sont toutes des startups. Elles sont créées de zéro. Super. Merci, Elon. Je crois que c'est malheureusement tout le temps qu'on a aujourd'hui. On apprécie vos questions et on a hâte de vous revoir au prochain trimestre. Merci beaucoup et au revoir.